Le film commence en 1926 alors qu'une jeune fille noire nommée Katherine Johnson attend à l'extérieur du bureau du West Virginia Collegiate Institute. Elle est une prodige en mathématiques et passe son temps à visualiser les formes de différents verres colorés sur la fenêtre du bureau. Pendant ce temps, ses parents discutent de l'avenir de Katherine avec le doyen à l'intérieur. L'école est bien consciente du talent de la petite fille et souhaite lui accorder une bourse complète. En plus de cela, ils veulent qu'elle saute plusieurs classes car elle est intellectuellement très avancée. Nous avons ensuite un aperçu de ses capacités extraordinaires alors qu'elle résout facilement des équations algébriques bien au-dessus de son groupe d'âge. L'action se déplace ensuite en 1961, à une époque où les États-Unis traversent plusieurs croisements culturels. La ségrégation entre les citoyens de couleur et blancs est encore bien présente, tandis que les États-Unis sont également engagés dans une course spatiale avec la Russie. Pendant ce temps, en Virginie, une adulte Katherine se retrouve en panne sur le bord de la route avec ses deux collègues avec qui elle fait du covoiturage, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. Leur voiture est en panne et Dorothy essaie de redémarrer le moteur. Ils deviennent légèrement nerveux lorsqu'une voiture de police arrive bientôt et qu'un policier leur demande rudement leurs identifications. Mais lorsqu'ils expliquent qu'ils travaillent au Langley Research Center pour la NASA, le policier change de ton. Il est surpris que des femmes noires soient embauchées de nos jours, mais souligne que les Américains doivent battre les Russes dans la course spatiale à tout prix. Il demande alors s'ils sont amis avec les astronautes, à quoi Marie répond affirmativement. Mais il est clair d'après les expressions des autres qu'elles, en tant que femmes noires, sont tenues à l'écart du reste du personnel. Quelques instants plus tard, Dorothy parvient à redémarrer la voiture et l'agent de police leur fournit une escorte jusqu'au centre spatial de la NASA. Les trois femmes trouvent cela ironique puisqu'un groupe de personnes noires filant à vive allure derrière une voiture de police n'est pas une scène régulière aux États-Unis. Pendant ce temps, à Langley, le groupe de travail du Space Task Group, STG, composé d'ingénieurs de la NASA, a une réunion. Ce groupe est chargé de gérer le premier programme de vol spatial habité américain. Ils discutent de la manière de surpasser la Russie, qui vient de devenir la première nation à placer un satellite artificiel en orbite. Ils sont inquiets que les Soviétiques, avec un accès non contrôlé à l'espace, puissent espionner l'Amérique. Le directeur du STG, Al Harrison, est sous une forte pression pour lancer leur nation dans l'espace. Il est continuellement rappelé par les responsables gouvernementaux qu'ils ne peuvent pas justifier le coût d'un programme spatial qui ne met personne dans l'espace. Après la réunion tendue, Harrison demande à sa secrétaire de lui trouver un calculateur compétent en géométrie analytique. Nous sommes dans les années 60, où le terme « calculateur » désigne en réalité une personne effectuant des calculs mathématiques. Pendant ce temps, Dorothy attribue des tâches à un groupe de 20 femmes noires. Toutes travaillent dans la division de calcul du West Wing, qui gère les calculs mathématiques nécessaires au centre Langley. Marie, qui travaille également comme calculatrice, souhaite en réalité devenir ingénieure. À sa grande surprise, elle est affectée à l'équipe du bouclier thermique de la capsule spatiale sous la direction de l'ingénieur aéronautique en chef de la NASA. Soudain, Vivian Jackson, superviseur du West Wing, arrive et dit à Dorothy que le STG a besoin d'un nouveau calculateur. Cette dernière propose immédiatement Katherine, qui excelle exceptionnellement en mathématiques. Peu de temps après, la superviseure escorte Katherine jusqu'au STG et en chemin, elle lui explique les diverses règles à suivre. Il est standard que les femmes portent des jupes longues et pas de bijoux, sauf peut-être des perles. Vivian révèle également que le STG n'a jamais eu de personne de couleur parmi ses rangs. Katherine entre alors dans son nouveau département, exclusivement composé d'hommes blancs effectuant des équations mathématiques complexes. Elle est immédiatement prise pour une femme de ménage et les hommes se montrent grossiers à son égard. Pendant ce temps, dans le département d'ingénierie, Marie traverse la zone fermée où une navette spatiale doit être testée. Le talon de sa chaussure se coince soudainement dans une grille d'aération et elle ne parvient pas à le dégager. Le compte à rebours du test commence bientôt, alors elle abandonne et rejoint les ingénieurs masculins derrière une vitre de sécurité. Cependant, le test tourne terriblement mal et la couche extérieure de la navette spatiale explose. Cela signifie que le vaisseau spatial américain n'est pas assez solide pour supporter la chaleur pendant le lancement et l'atterrissage. Plus tard, l'ingénieur aéronautique en chef examine la navette et demande l'avis de Marie sur ce qui a mal tourné. Elle parvient à déduire que le bouclier thermique s'est détaché des bardeaux et explique comment cela pourrait être corrigé. Impressionné par sa théorie, le chef l'encourage à quitter son poste de calculatrice pour un poste vacant dans le département d'ingénierie. Marie est parfaitement consciente de ses capacités mais souligne que de tels postes sont généralement interdits aux personnes de couleur. Dans le département de calcul, Dorothy en a assez de gérer les tâches au-dessus de son grade. Elle demande à Vivian si elle peut être officiellement promue puisqu'elle occupe déjà les fonctions de superviseur depuis 8 mois. Mais la superviseure refuse catégoriquement et Dorothy est contrainte de rester diplomatique quant à la décision. Pendant ce temps, la première journée est également difficile pour Katherine. Elle se voit confier beaucoup de calculs à vérifier par Paul Stafford, ingénieur en chef du STG.
Il se comporte abruptement avec elle et exige que les calculs soient vérifiés d'ici la fin de la journée. De plus, Stafford a également censuré beaucoup d'informations comme si Catherine ne pouvait pas lui faire confiance. Elle est donc contrainte de travailler avec les rares données disponibles. Au fur et à mesure que la journée avance, Catherine a besoin d'utiliser les toilettes mais elle sait parfaitement qu'il n'y a pas de toilettes pour les personnes de couleur au centre Langley. Elle est donc contrainte de quitter le bâtiment et de courir sur un demi-mile jusqu'à la division des calculs de l'Est. Elle emmène également son travail avec elle et continue de le relire pendant qu'elle fait pipi. Cependant, les rappels subtils du racisme ne s'arrêtent pas là. Lorsque Catherine se sert une tasse de café dans la cafetière commune du bureau, ses collègues sont troublés et pensent qu'elle est censée boire dans une cafetière séparée. Ce week-end-là, les trois amies, Catherine, Dorothy et Martha, se rendent à une église locale où le pasteur les présente comme des inspirations pour la communauté noire. Un bel officier de l'armée, le colonel Jim Johnson, qui assiste également à la prière, attire l'attention de Catherine. Plus tard, lors d'un barbecue, ils l'abordent et ils ont une conversation agréable. Jim est un homme grand et élégant, qui semble respecter son parcours en tant que mathématicienne ainsi que son rôle de mère célibataire. Le lendemain, à Langley, les employés de la NASA se rassemblent sur le site de lancement. Ils sont là pour rencontrer John Glenn, qui pilotera Friendship 7 et deviendra ainsi le premier Américain à orbiter autour de la Terre. On lui déconseille de saluer les femmes noires, qui sont séparées des employés blancs. Mais il va tout de même vers elles et leur serre chaleureusement la main à toutes. L'après-midi, Stafford remet à Catherine une nouvelle série de dossiers à examiner. Comme la dernière fois, il a censuré plusieurs données essentielles. Catherine se rend compte qu'elle ne pourra pas effectuer son travail correctement avec ces informations manquantes. Elle place alors les pages du dossier devant une source de lumière et parvient à lire les données nécessaires. Alors que tout le monde est occupé, Catherine se dirige vers le tableau noir commun du STG. Elle utilise les informations contenues dans les dossiers et résout brillamment un problème qui posait des difficultés au département depuis un certain temps. Plus tard, lorsqu'elle fait son trajet d'1 kilomètre pour aller aux toilettes réservées aux noirs, Harrison remarque la solution sur le tableau. La scène se poursuit quelques instants plus tard, alors que Catherine est interrogée par Stafford et Harrison. Le directeur semble impressionné qu'elle ait réussi à résoudre le problème malgré les informations limitées dont elle disposait. Finalement, Harrison l'assigne au calcul de la trajectoire de Project Mercury, le premier programme de vol spatial habité des États-Unis. Pendant ce temps, Dorothy apprend que la NASA est en train d'installer l'IBM 7090, un ordinateur électronique de deuxième génération qui menace de remplacer les employés humains. Déterminée à prendre de l'avance et à se rendre indispensable, elle décide d'apprendre à programmer. Ce week-end-là, elle emmène ses enfants à la bibliothèque et y trouve un livre sur le langage de programmation Fortran. Une femme blanche la voit et se plaint qu'elle se trouve dans la mauvaise section. Dorothy répond qu'il ne possède pas ce livre dans la section réservée aux Noirs. Son explication tombe dans l'oreille d'un sourd et elle est expulsée de la bibliothèque. Cependant, elle révèle à ses fils qu'elle avait déjà caché le livre sous son manteau. Dorothy justifie son geste en disant qu'en tant que contribuable, elle a le droit d'accéder aux ressources de la bibliothèque, qui est un établissement public. Quelques jours plus tard, la NASA reçoit une nouvelle fracassante, les Soviétiques ont réussi à lancer Vostok 1, faisant de Youri Gagarin le premier homme à orbiter autour de la Terre. Cela accentue la pression sur le STG, qui doit rapidement obtenir des résultats pour Project Mercury. Un jour de pluie, Catherine court sur une longue distance pour utiliser les toilettes réservées aux femmes noires dans l'aile ouest. Harrison, de plus en plus sous pression pour livrer des résultats, remarque son absence prolongée. Lorsqu'elle revient, il la confronte et lui demande pourquoi elle disparaît si longtemps chaque jour. Furieuse, trempée de la tête aux pieds, Catherine explose et exprime sa frustration. Elle doit marcher 1 kilomètre pour aller aux toilettes. Ses collègues refusent de boire dans le même pot de café qu'elle et elle ne gagnent même pas assez pour s'acheter un simple collier de perles. En entendant cela, Harrison compatit et se rend immédiatement dans l'aile ouest. Avec une masse, il détruit le panneau indiquant « Toilettes réservées aux femmes de couleur ». Il annonce ensuite qu'il n'y aura plus de ségrégation dans les toilettes de Langley. Pendant ce temps, Marie, inspirée par les paroles du chef ingénieur en aéronautique, décide de postuler au poste vacant d'ingénieur dans le département du bouclier thermique. Mais pour cela, elle doit suivre des cours supplémentaires en plus de son diplôme en mathématiques et en physique. Ces cours ne sont disponibles qu'au lycée de Hampton, un établissement réservé aux Blancs. Refusant d'abandonner son rêve, Marie saisit la justice et obtient l'autorisation d'assister aux cours du soir. Plus tard, elle se rend en classe et, bien que les élèves blancs soient surpris de la voir, cela ne la perturbe pas. De son côté, Dorothy s'introduit discrètement dans le centre de traitement des données et commence à étudier la machine IBM qui a été installée. Peu à peu, elle apprend à la maîtriser et enseigne même le langage Fortran aux autres femmes noires de l'aile ouest. De retour au STG, Catherine exprime à Harrison son souhait d'être incluse dans les réunions où l'on discute du point de rentrée de Project Mercury.
Certains hommes protestent, mais Harrison tranche en affirmant que tout le monde doit travailler ensemble, sans exception. Peu après, Catherine assiste à sa première réunion avec John Glenn et son équipe. Elle entend parler d'un problème crucial, les calculs doivent être parfaitement exacts afin de déterminer le moment précis où la capsule spatiale devra rentrer dans l'atmosphère terrestre. Catherine est invitée à aller au tableau pour résoudre l'équation devant tout le monde. Elle trouve rapidement les coordonnées exactes, impressionnant ainsi tous les ingénieurs présents, y compris John Glenn. De son côté, Dorothy, désormais experte en Fortran, est promue superviseuse du département de programmation. Elle obtient également que les 20 femmes noires avec lesquelles elle travaillait puissent être intégrées dans l'équipe officielle. Après avoir réussi à calculer le point de rentrée, Catherine travaille sur un nouveau problème. Tout le STG, y compris Stafford, a désormais beaucoup de respect pour elle et la considère comme un membre essentiel de l'équipe. Ensemble, ils cherchent à déterminer comment la capsule spatiale de Project Mercury pourra atterrir en toute sécurité une fois qu'elle sera entrée dans l'atmosphère terrestre. Le problème est que la navette suivra d'abord une trajectoire elliptique autour de la Terre avant de basculer brusquement sur une trajectoire parabolique lors de sa descente. Alors que tout le monde réfléchit intensément, Catherine trouve soudainement une équation permettant de calculer un atterrissage sûr pour la capsule. Cette nuit-là, après une longue journée de travail, Catherine rentre chez elle et trouve Jim Johnson qui l'attend. Depuis plusieurs semaines, une belle alchimie s'est développée entre eux, et Jim décide de rendre leur relation officielle. Il réunit tout le monde autour de la table et fait sa demande en mariage à Catherine. Émue, elle accepte finalement de l'épouser. Malheureusement, au travail, la situation se dégrade après une série de succès. Le STG est en train de finaliser les préparatifs du lancement de Project Mercury. Mais avec l'arrivée de l'IBM 7090, l'équipe n'a plus besoin d'un ordinateur humain. Harrison annonce à regret à Catherine qu'elle est réaffectée à l'aile ouest. Tous ses collègues, qui ont appris à l'aimer et à la respecter, lui offrent un collier de perles en guise de cadeau d'adieu. Le jour du lancement de Project Mercury arrive, et le monde entier regarde John Glenn décoller en direction de l'orbite terrestre. Cependant, un problème de dernière minute survient, les calculs de l'IBM pour le vol de John ne correspondent pas aux données de la veille. Personne ne sait quelles coordonnées utiliser pour le lancement et l'atterrissage, mettant ainsi la vie de l'astronaute en danger. C'est alors que John Glenn se souvient de Catherine, la brillante mathématicienne de la réunion sur le point de rentrer. Il demande qu'elle vérifie les calculs de l'IBM à la main. Harrison la fait rapidement revenir de l'aile ouest, et elle se met au travail. Non seulement elle confirme que les données de l'IBM sont correctes, mais elle les affine avec une précision supplémentaire de 2 décimales. Quelques instants plus tard, 50 millions de personnes regardent le décollage en direct à la télévision, tandis que Catherine et Harrison l'observent depuis le centre de contrôle. Le lancement se déroule parfaitement, et Project Mercury atteint avec succès l'orbite terrestre. 10 heures plus tard, après avoir effectué plusieurs révolutions autour de la Terre, John doit maintenant rentrer dans l'atmosphère. Tout se passe bien au début, mais il remarque bientôt un problème avec la navette, le bouclier thermique n'est pas verrouillé en position et n'est maintenu que par les sangles du rétropack. Il signale également que la température devient trop élevée. Heureusement, Marie, qui suit l'événement à la télévision, se précipite vers une cabine téléphonique et appelle la NASA. Elle hurle au téléphone qu'il faut prévenir le centre de contrôle que John doit garder le rétropack en place pendant la rentrée atmosphérique et rétracter le périscope manuellement. L'information est transmise et s'avère finalement exacte. Alors que les médias couvrent l'événement sans interruption, toute la nation retient son souffle en attendant le retour de John. Il perd de l'altitude et passe en mode fly-by-wire, subissant des températures extrêmes lors de la rentrée atmosphérique. Mais il parvient à stabiliser la capsule, et la navette atterrit en toute sécurité près des Bahamas. Le point de rentrée ainsi que le point d'atterrissage correspondent exactement au calcul de Catherine. Après cette mission, l'activité de la NASA ralentit. Dorothy apprend que toutes les calculatrices humaines vont être licenciées, désormais remplacées par les ordinateurs électroniques. Mais elle est finalement retenue et affectée à la division d'analyse et de calcul du centre de recherche. De son côté, Marie obtient son diplôme et devient ingénieure. Dans l'épilogue, nous apprenons les accomplissements des 3 femmes à la NASA. Catherine a calculé la trajectoire du vol Apollo 11 vers la Lune en 1969 et a également travaillé sur Apollo 13. En 2015, elle a reçu la médaille présidentielle de la liberté. En 2016, le Langley Research Center en Virginie, où elle a travaillé, a été renommé Catherine G. Johnson Computational Research Facility en son honneur. De plus, elle est toujours mariée à Jim Johnson à ce jour.